pour introduire cette table ronde donc, qui va durer 1h15, 1 heure, et puis on va garder un bon 20-25 minutes de questions avec la salle. Donc surtout, ne vous privez pas de noter des choses sur le carnet qui est dans vos tote bags pour répondre aux questions. Et je vous invite, après cette table ronde, à réouvrir votre tote bag et regarder la note qui s'y trouve sur les cours d'eau, qui est une des premières justifications qu'on étudie ce thème aujourd'hui à Bourges, et qui a pour but de donner le contexte de ce que nous, on a pu observer dans nos travaux de terrain et dans nos recherches sur la redécouverte des cours d'eau en ville moyenne. Et j'insiste sur le terme redécouverte parce que les métropoles, on en parlera dans cette table ronde, l'ont fait évidemment. La plupart des grandes métropoles sont aussi dotées d'un grand fleuve qui a des sujets de logistique, de transport et d'aménagement et de patrimoine. Mais ce n'est pas pour autant que toutes ces villes moyennes, qui ont parfois un simple cours d'eau qui n'a pas l'envergure de la Seine, mais qui a aussi plein d'intérêts, ne sont pas concernées par ces sujets-là. Évidemment, on a des questions de cadre de vie, des questions de renaturation et de qualité de ces espaces naturels disponibles, et puis des questions beaucoup plus politiques qui sont de rendre cet espace-là ouvert aux habitants, ouvert aux opérations de revitalisation de centre-ville, et ouvert aussi, j'allais dire, aux trois usages en même temps, ce qui pose là des questions de gouvernance, de choix, de propriété, qui ne sont pas sans soulever certaines contraintes qu'on va élaborer ensemble et explorer ensemble. Et puis, j'insiste sur le fait que dans cette note, il n'est pas encore question de marais. Et on est vraiment ravis de pouvoir creuser avec vous cette question des marais cet après-midi et dès cette table ronde, parce que c'est un objet particulier. Ce n'est pas un simple fleuve. J'allais dire que c'est encore plus compliqué qu'un fleuve à réaménager, ne serait-ce que par la variété des propriétaires et la rareté du terrain. Et ce n'est pas non plus en plein cœur de ville comme la place Cujas qu'on verra tout à l'heure et qu'on a vu un peu en vidéo. Et donc il y a un sujet là de périphérie, d'aménagement naturel, de protection aussi de ce patrimoine qui vient rajouter de la complexité, mais qui ne vient pas entamer l'enthousiasme du projet, évidemment. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir avec moi donc Sylvain Dournel, donc, spécialiste de cette question-là, universitaire et aussi aménageur. Je vous laisserai vous présenter un peu plus et donner l'actualité de ses travaux. Éric Chanal, donc, entre autres membre de l'association dont il a été question tout à l'heure, donc scientifique sur les sujets d'eau et de réaménagement urbain. Vous avez aussi coordonné un guide d'aménagement des petites rivières urbaines à destination des élus et services techniques qui peuvent s'en emparer dès à présent, puisque le guide est très complet et disponible. Et puis Christian Piel, donc de l'agence Urban Water, donc à la lisière entre l'hydrologie, l'aménagement urbain. Vous nous en direz un peu plus. Et je commencerai peut-être avec vous, Sylvain, pour peut-être vous présenter et présenter toutes vos casquettes que je n'ai pas osé présenter tout seul. Et rappeler peut-être aussi ce que vous pensez de ce contexte général de les cours d'eau en ville moyenne et de l'intérêt que ça peut représenter pour la ville moyenne, avant de rentrer dans le cœur du sujet. Merci Alphonse. Bonjour à toutes et tous et merci donc à la Fabuleuse Cité de m'avoir convié donc pour cet atelier territorial extrêmement porteur et pour lequel je suis assez sensible vu qu'il traite des questions des cours d'eau en ville et des marais, des zones humides plus largement dans les espaces de villes intermédiaires. Donc Alphonse l'a signalé, je suis géographe et aménageur rattaché à l'Université d'Orléans. Donc j'ai fait une thèse que j'ai soutenue en 2010 sur les enjeux de requalification des cours d'eau et des zones humides dans les villes moyennes du bassin parisien. Alors j'avais volontairement choisi cet objet d'étude au regard du poids historique des cours d'eau et des zones humides dans ces espaces intermédiaires que sont les villes moyennes. Et quand on pense Bourges, Amiens, Orléans, quand on pense à Châlons-en-Champagne ou encore à Saint-Quentin dans l'Aisne, on pense immédiatement à de grands espaces fluviaux et à des zones humides de grande importance. Et ce sont des villes qui ont extrêmement forgé leur construction, leur développement à partir de ces milieux spécifiques. Alors par ailleurs, au regard de ces espaces, je suis également vice-président d'une société savante qui s'appelle le Groupe d'Histoire des Zones Humides. J'ai laissé quelques flyers là au niveau de l'espace inscription, qui est une société savante qui interroge l'objet zone humide, non pas pour ses considérations d'ordre naturaliste et environnemental, mais surtout qui étudie l'objet zone humide
pour son volet patrimonial, culturel et historique. Cette société savante convie donc des historiens, des archéologues, des géographes, des juristes, des anthropologues pour questionner la zoonymie, non pas sous son angle de naturalité, de patrimoine naturel, mais sur sa valeur culturelle, sur sa valeur historique très forte. Ce sont des espaces, ça a été rappelé tout à l'heure, en introduction de cette journée, ce sont des espaces de culture avant tout, et des espaces de culture qui gagnent à être reconnus, tant récemment ils ont été, surtout à l'après-guerre, oubliés, écartés des dynamiques urbaines. Alors, pour conclure enfin sur une rapide présentation, aujourd'hui, il est question donc de transition écologique, et à l'Université d'Orléans, on est une équipe à se saisir de cette question, dans la mesure où on est en train de monter une recherche-action dans le cadre de POPSU, la plateforme d'observation des projets et stratégies urbaines, et qui donc justement vise à se saisir des questions de transition écologique sur le plan sanitaire et environnemental, et mobilisant notamment les zones humides comme des secteurs de bien-être, des lieux de ressourcement extrêmement importants, et aussi des lieux particulièrement exposés au changement climatique, vulnérables parce que ce changement climatique peut compromettre leur fonctionnement, leur dynamique, menacer certaines espèces, mais aussi ce sont des lieux qui sont de véritables îlots de fraîcheur en ville. Les zones humides ont un attrait certain là-dessus, ce sont des espaces de production, et de production qui seront d'autant plus forts si jamais les plateaux s'assèchent énormément avec le changement climatique. On pourra revenir au marais et au maraîchage, on revoit cette construction et ce rapport très très fort. Donc voilà un peu, j'espère que je n'ai pas été trop bavard. Merci. Non, mais on a tout le temps. Merci beaucoup Sylvain. Eric, est-ce que vous pourriez vous présenter à la fois donc, au nom du syndicat intercommunal dont vous êtes membre, et puis l'association qui a co-rédigé le guide sur ces justement petites rivières urbaines? Je viens ici effectivement avec deux casquettes. Une première casquette de fonctionnaire, puisque je dirige un syndicat de rivières et d'assainissement dans le Val d'Oise, à l'intérieur duquel nous réalisons des opérations de restauration de rivières, de réouverture de rivières, puisque nous sommes dans l'est du Val d'Oise, sur un territoire qui a été, qui d'une part est complètement mité par toutes les infrastructures, qu'elles soient routières, ferroviaires, aéroportuaires, puisque nous sommes en limite de Roissy-Charles de Gaulle et de l'aéroport du Bourget. Et bien entendu, ce mitage-là a eu aussi des conséquences sur la vie de ces petites rivières qui ont beaucoup souffert, qui ont été canalisées bien souvent pour des questions purement hydrauliques, qui ont été enterrées pour des questions sanitaires, pour des questions urbanistiques. Et donc aujourd'hui, toute la politique de ce syndicat de rivières a donc pour objectif de refaire l'histoire à l'envers et de remettre l'eau au milieu des villes, avec tout ce que ça comporte comme parfois comme paradoxe sur lesquels nous reviendrons aujourd'hui. Donc ça, c'est la première casquette. Et puis, je suis également président de la commission ressources en eau et milieux aquatiques de cette association, donc l'ASTE, qui est une association nationale qui est à la fois qui agit à la fois sur l'eau et sur les déchets. Donc c'est une association qui a pour objet de produire du consensus scientifique à la fois à travers des commissions thématiques, dont celle que j'ai le plaisir de présider, et de sections territoriales. Bourges fait partie d'une section territoriale, Val de Loire, et je salue les éventuels membres de cette section parmi nous. Et donc, à l'intérieur de cette commission que j'anime, nous avons des groupes de travail, puisque c'est le principe de fonctionnement de cette association, qui a réalisé un groupe de travail sur les petites rivières urbaines, tout particulièrement, qui a réalisé il y a 2 ans maintenant, 2-3 ans, un guide à l'attention des élus pour montrer un petit peu notamment le caractère multifonctionnel de ces projets de restauration de rivières, de réouverture de rivières. Parce qu'aujourd'hui, un projet, remettre l'eau dans la ville n'est plus simplement un projet technique,
n'est plus un projet hydraulique. C'est un projet qui mêle de l'hydraulique, de l'écologie, avec des enjeux derrière qui peuvent aller jusqu'à, on en parlait tout à l'heure, du tourisme. Et donc plein de sujets, plein d'angles de valorisation. Et aujourd'hui, ce groupe-là, on parlait également de concertation, d'association de la population à ces projets-là. Ce groupe-là travaille actuellement sur l'intégration des sciences humaines et sociales justement dans ces projets de restauration de cours d'eau, ou comment justement amener des outils de concertation dans ces projets de restauration et de réouverture de rivières spécifiées dans des petites rivières urbaines, en zone urbaine, avec certaines spécificités, mais sur les grands principes, on retrouve des principes, y compris qu'on a sur les grands fleuves. Merci Eric. Christian, à votre tour. Avec une question simple, comment on peut être à la fois hydrologue et aménageur à la lisière entre les deux? Et quelle est cette action qui doit être aussi rigoureuse, aussi scientifique que l'hydrologie, et puis parfois aussi un peu plus dépendante des aléas comme l'aménagement urbain peut l'être parfois, surtout dans les zones très denses. Donc si vous pouviez présenter un peu le cabinet Urban Water et sa ligne d'action. D'accord, très bien. Donc bonjour également, et puis merci de cette invitation. Donc effectivement, donc, je m'appelle Christian Piel et je dirige un bureau d'études depuis une trentaine d'années, qui s'est longtemps appelé Composante Urbaine, qui maintenant s'appelle Urban Water, parce qu'on travaille à l'étranger, et dont l'objet, c'est d'intégrer l'eau, on va dire l'eau du grand cycle de l'eau, dans les tissus urbains. Et donc pour ça, donc nous sommes une quinzaine. Il y a des architectes, des urbanistes, des paysagistes, mais également des ingénieurs en hydrologie urbaine, des ingénieurs en génie urbain tout simplement, un agronome et un écologue. Donc on voit que sur cette problématique de l'eau, en fait, il y a tout un tas de métiers qui vont avec, sachant qu'on travaille sur cette intégration dans le milieu urbain. C'est venu, enfin donc on a créé cette structure donc il y a une trentaine d'années suite à des propos à une approche nouvelle de l'eau dans la ville qu'a initié Bernard Choca, qui est un peu notre maître, et qui s'est dit voilà, on peut pas, donc lui il a abordé la chose à ce moment-là uniquement sous l'angle de l'inondation, en se disant on va pas pouvoir régler les problèmes d'inondation uniquement en mettant des tuyaux, en agrandissant les tuyaux. C'est la ville qui produit le ruissellement, qui génère l'inondation. C'est donc à la ville de se transformer pour intégrer l'eau dans son tissu. Et cette pensée-là, c'est encore cette pensée qui nous porte aujourd'hui. Et elle se traduit de plein de façons. Il y a 30 ans, on faisait des bassins de rétention qu'on intégrait plus ou moins. Aujourd'hui, on arrive dans une imbrication de l'eau dans la ville qui est extrêmement forte, ténue. On ne fait plus de gros ouvrages comme ça, on fait tout un tas de petits ouvrages. Quand on les voit, on ne voit pas le lien d'ailleurs avec l'eau, hein, ce n'est pas forcément un lien direct, mais on essaie de faire en sorte que cette eau, elle soit le mieux intégrée possible et surtout qu'elle serve le plus possible la ville. C'est ça l'objet, quoi. Et c'est là d'ailleurs tout l'intérêt de ce domaine qui est de plus en plus intéressant. Au fur et à mesure qu'on avance, c'est de plus en plus intéressant, puisque si on a commencé avec la notion de risque, aujourd'hui, grâce à la réglementation qui va tout à fait dans le bon sens, hein, j'y reviendrai sûrement, plus ça va, plus on aborde aussi l'eau en tant que ressource. Et voilà. Donc nous, on intervient aussi bien sur la gestion des eaux pluviales, donc comment l'intégrer dans la ville, comment désimperméabiliser les sols pour l'infiltrer, comment intégrer ça dans des grosses opérations urbaines. On intervient également sur la découverture et sur l'aménagement des cours d'eau urbains, et entre autres avec Eric. On intervient aussi sur les PPRI, donc c'est tout ce qui est prévention du risque. C'est très intéressant parce que plus ça va, plus on intervient sur la morphologie urbaine pour générer des espaces résilients plutôt que de mettre des digues ou des choses comme ça. Donc voilà.
Et je me demande si j'en ai pas terminé. Je parlerai de la loi plus tard, peut-être. Quand vous le souhaitez, vous agissez sur quelle échelle de ville? Peu importe l'échelle, est-ce qu'il y aurait une... En fait, c'est à toutes les échelles. L'approche, peut-être ça qui est intéressant, voilà, cette volonté, cette nécessité d'intégrer dans la ville, l'eau dans la ville, elle implique de s'inscrire dans la géographie. Et c'est essentiel. Voilà, notre approche, c'est la géographie. Et aujourd'hui, on va dire les solutions basées sur la nature. Bon, alors le terme est un peu... c'est le terme de l'année, on va dire, mais ça change régulièrement. Hein, mais c'est pas grave, c'est quand même l'idée. Hein, c'était développement durable, écologie urbaine, bref, c'est tous ces mots-là. Voilà, donc le fait d'avoir cette approche-là fait qu'on travaille un peu à toutes les échelles. On peut travailler à l'échelle d'un très grand bassin versant, par exemple intégrer ça dans un SCOT, hein, intégrer la problématique de l'eau dans un SCOT, pourquoi pas dans les SAGE, éventuellement dans les SDAGE. Et puis ça peut être aussi à l'échelle d'une micro-parcelle, en voyant comment on va pouvoir récupérer la toiture au-dessus de, je sais pas quoi, au-dessus du hall d'accueil et qui va descendre et qui va légèrement s'infiltrer, puis permettre de faire pousser quelques végétaux, etc. Donc c'est à toutes les échelles, et je dirais c'est aussi sous tous les climats, parce que l'approche est tout le temps la même. C'est essayer de bien comprendre le contexte géographique, historique, qui est essentiel, l'aspect patrimonial, hein, le fait que c'est destiné à la ville fait que forcément c'est historique. Donc l'aspect géographique, l'aspect historique, une fois qu'on intègre ces sujets-là, c'est à partir de là qu'on peut apporter des réponses. Parfait, merci beaucoup. Je voudrais maintenant revenir avec vous, Sylvain, sur le contexte général dont je parlais en introduction, et vous avez préparé quelques cartes, donc vous annoncez quand vous souhaitez les diffuser. Sur ce contexte général de redécouverte du cours d'eau, précisément pour nous dans la ville moyenne, quand on avait préparé cette table ronde, je demandais naïvement s'il y avait une tendance générale, est-ce que toutes les villes moyennes qui ont un cours d'eau font à peu près les mêmes projets? Est-ce que c'est arrivé au même moment? Est-ce que c'est un modèle qui s'est diffusé depuis la métropole jusqu'aux villes moyennes? Et vous m'aviez répondu que finalement, oui, il y avait une tendance, mais chaque ville moyenne avait son projet et sa propre méthode de faire. Et donc, est-ce que vous pourriez peut-être donner un peu de contexte sur cette tendance et puis voilà, ce chapelet de villes qui s'y intéressent, mais qui ne font pas toutes de la même façon? Oui, tout à fait. Dans ce cas-là, je vais tout de suite appeler donc, la première carte. Voilà ici, c'est une carte que j'avais donc, une frise, autant pour moi. Il y a beaucoup de cartes, il y a 2 frises. Bon, il se trouve que c'est la frise, la première. Voilà, donc qui vise à en fait poursuivre les travaux d'un historien des sciences et techniques qui s'appelle André Guillerme, qui avait donc produit un magnifique ouvrage en 1983, Les temps de l'eau. La cité, l'eau et la technique, et qui avait donc étudié sur le temps long, de l'Antiquité au XVIIIe siècle, un peu les rapports socio-économiques des villes à leur espace fluvial et aux zones humides. Et quand j'ai travaillé sur ma thèse sur cette approche qu'on peut qualifier de géohistorique et qui confronte la géographie et l'histoire, le temps et l'espace, je m'étais dit, mais il faut poursuivre ce travail, il faut comprendre pourquoi, en fait, entre cette eau qui est au cœur de la vie de la cité jusqu'au début du XIXe siècle et aujourd'hui, une eau qui a été totalement, à l'après-guerre, malmenée, comblée, recouverte, voilà, qui faisait, sinon, lorsqu'elle n'était pas recouverte, elle faisait objet de décharges, de lieux de stockage ou de développement d'activités à faible valeur ajoutée. On recensait des cases de voitures, des entrepôts, des silos, voilà, tout ce qui n'a aucun rapport avec l'eau. Eh bien, je voulais comprendre un peu cette transition, comment on est passé brutalement d'une eau au cœur de la cité à une eau dévalorisée. Et donc c'est pour ça que j'ai poursuivi un peu ce travail en interrogeant un peu ces rapports à l'eau et distinguant un peu entre ce que j'appelle une requalification, c'est-à-dire une volonté de redonner de la qualité à l'eau dans la ville, à en faire des espaces de qualité, c'est-à-dire des espaces fréquentés, appréciés, esthétiques et qui fonctionnent de la meilleure des façons. Eh bien, qu'est-ce qu'était ce temps plutôt obscur, précédent, pour dire les choses simplement. Et donc j'ai distingué 3 temps différents, l'hygiénisme et l'hydraulique, le modernisme et l'oubli de déclassement. Voilà un peu les grandes phases qui donc animent ces rapports à l'eau et qui expliquent donc ce passage assez brutal de l'eau au cœur de la ville à l'eau qui a été dépréciée à l'après-guerre. Et tout ceci pour
prendre conscience qu'avec la révolution industrielle, finalement, on a tout un grand nombre d'innovations techniques qui ont malmené tous les rapports socio-économiques à l'eau, qui étaient donc depuis les fondements de la ville jusqu'au XIXe siècle. Donc l'énergie, la turbine, etc. a malmené les moulins à eau, le transport ferroviaire a malmené le transport fluvial, l'innovation en chimie ont malmené tout ce qui était travail du papier, du cuir, etc. Tout ce qu'on avait comme artisanat autour des eaux courantes et stagnantes. Et donc dès lors qu'on enlève l'essence même, l'utilité même de l'eau en ville, eh bien, on en fait des espaces de rejet. On a comme seul rapport restant celle de dépotoir. Et donc, toutes ces questions de salubrité publique qui se sont imposées et qui ont mis en œuvre finalement les théories des médecins à travers donc l'hygiénisme et cette volonté d'exclure de la ville, du paysage urbain, eh bien, toutes les eaux stagnantes. Et donc l'idée, c'était de découler, donc c'était déjà bien développé, mais voilà, de découler, de permettre à l'eau de s'écouler rapidement dans la ville et pas trop la voir non plus. Mais de façon paradoxale aussi, sous le XIXe siècle, c'est aussi un rapport à l'eau qui était celui des loisirs. On n'avait pas encore ce rapport à l'eau, et à la belle époque, toutes ces guinguettes, le nautisme, et puis les promenades plantées, même en bord de grands cours d'eau, se sont développées aussi. Donc c'était un rapport un peu particulier au XIXe siècle que celui de la ville à l'eau, un peu rapport je t'aime moi non plus, hein, pour faire les choses un peu simplement. Et ce qui fait qu'on a ici beaucoup d'héritages assez complexes entre d'un côté des remblais, des couvertures de cours d'eau, des marais complètement supprimés, et puis l'étalement urbain qui a été extrêmement nocif pour ceci. Et puis de l'autre, le développement de canaux, de jonctions, le gabarit fraissinet par exemple, l'hydroélectricité qui va faire aussi son apparition dans la ville, les grands canaux de jonction, et puis les guinguettes, les choses de ce type. Donc on a une complexité d'héritages qui sont soit l'objet de traces particulièrement présents, discrets ou disparus, d'autres qui s'imposent encore et qui se voient bien dans les paysages de la ville. Mais au XIXe siècle, finalement, ce n'est pas le point d'orgue de cette phase de dépréciation de l'eau en ville. C'est surtout à l'après-guerre, dans la mesure où on a cherché à faire une ville universelle, détachée de ses composantes territoriales et naturelles, une ville moderne, donc celle marquée par les grandes opérations animées par Le Corbusier, par exemple, avec la charte d'Athènes, le zonage monofonctionnel. Et quand on a toute une approche sur la ville qui se veut détacher de ses composantes territoriales, eh bien on se détache aussi de l'eau. L'eau qui est donc partie intégrante de la ville. 80% des villes quand même en France se sont développées au bord de cours d'eau. Et donc c'était aussi tous ces espaces sur un plan hydrologique qui ont été supprimés. L'accentuation donc de la dépréciation, de la couverture de l'eau en ville et des zones humides encore plus, c'est vraiment accéléré sous ce que j'ai appelé donc le modernisme. Et donc là-dessus, on a ces habitats collectifs surremblés, on a de nombreuses friches industrielles qui sont développées lors de la crise des années 70. On a aussi dans les espaces ruraux des opérations de calibrage, de reconfiguration de cours d'eau en trapèze. On a vraiment finalement un zonage monofonctionnel qui va à l'encontre même de l'essence de l'eau. L'eau, c'est la solidarité amont-aval. C'est aussi des solidarités transversales entre zones humides et cours d'eau. Vous voyez, c'est tous ces rapports qui sont malmenés juste par l'idée de zoner, faire une zone d'activité, une zone commerciale, une zone de loisirs, une zone d'habitat. Or, l'eau est rebelle à tout ça. Et voilà aussi la raison pour laquelle cette eau a été particulièrement atteinte. Et donc, cette phase de modernisme a vécu son temps, et avec la crise économique des années 70, là on était plutôt dans une phase d'oubli de déclassement, c'est-à-dire on n'avait plus cette action urbaine très forte de recouvrir l'eau en ville. Non, on a laissé faire, on a des espaces qui se sont refermés, des espaces aussi qui sont renaturés en tant que tels, des marais ou des zones humides sont notamment ont été des lieux d'accueil privilégiés de l'arbre en ville. Il faut imaginer que la plupart des villes, il y a 100 à 150 ans, présentaient des cours d'eau
avec quasiment une absence d'arbres. Il n'y avait pas beaucoup de végétation. Et donc ces espaces se sont renaturés. L'arbre, c'est symptomatique un peu du retrait de l'emprise de l'homme sur les zones humides et les cours d'eau. Ça, c'est intéressant. Et donc on a une sorte de renaturation qui se fait, une reconquête de la faune et de la flore sur ces espaces qui s'est fait pendant cette période d'oubli et de déclassement de l'homme. Et aujourd'hui, donc, ce processus, pour répondre à la première question, on y arrive. je veux dire, le cheminement est important pour comprendre. Finalement, le processus aujourd'hui, c'est celui à la fois de reconsidérer ce patrimoine naturel qui s'est vraiment forgé avec l'homme et qui s'est accentué durant cet oubli et ce déclassement. Et finalement, dans une ville qui cherche son ADN, son identité, son patrimoine, eh bien, on retourne aux premiers amours. Et donc, l'eau en ville, en l'occurrence, s'impose. Et finalement, ces villes moyennes se sont effectivement appropriées ces espaces, mais ceci à des échelles de temps assez différentes. J'appellerai la diapositive suivante pour confirmer là-dessus. Et se sont surtout inspirés de 3 moteurs à l'échelle européenne. Le processus, il ne s'est pas développé surtout en France, mais dans 3 pays environnants. Alors, d'abord l'Angleterre qui était inspirée par la problématique des fronts d'eau, des waterfronts états-uniens, où dans la Tamise, finalement, on a été amené sous un angle plutôt économique et de beauté esthétique à reconsidérer, régénérer les interfaces portuaires et toutes ces friches industrielles qui se développaient. Et dès les années 60-70, on a les docks qui ont été réinvestis à Londres, mais sous des entrées immobilières plutôt et esthétiques. Donc on avait déjà cette approche, cette réflexion de l'eau en ville qui commençait à émerger. Le deuxième moteur, c'est celui plutôt aux Pays-Bas, où à travers la culture du risque, on a déjà beaucoup évoqué ce point-là, fortement marqué par les épisodes d'inondation dévastateurs à l'après-guerre, et aussi par le loisir de l'eau. Les Pays-Bas donc, ont développé un certain nombre de projets d'aménagement du territoire avec des infrastructures vertes et bleues, qui donc ont reconsidéré, restructuré le pays autour de ces infrastructures vertes et bleues. On parle aujourd'hui de tram vert et bleu en France avec le Grenelle de l'environnement, mais c'est dès les années 70-80 que les Néerlandais ont développé cette culture de l'eau, avec ces loisirs de l'eau, et aussi en reconsidérant un peu les polders. On dépolderise aujourd'hui, on remet davantage de zones humides, on efface certaines digues, on repense un peu, dans le cadre d'une action directive territoriale d'aménagement qui s'appelle de l'espace pour le fleuve, eh bien on repense autrement la gestion et la prévention des risques. En reconsidérant aussi le rôle tampon que ça ces zones humides, et ces zones humides elles-mêmes réinvesties par des activités qui s'avèrent compatibles, donc de l'élevage extensif, des loisirs, toutes ces formes-là. Et enfin, dernier élément, l'Allemagne rhénane. L'Allemagne rhénane, là-dessus, on a le Emscher Park, qui est une action assez impressionnante, qui a consisté à renaturer pleinement un espace totalement anthropisé, malmené. On ne pouvait pas atteindre un plus grand état de dégradation d'un milieu que dans cette roure. Et finalement, les Allemands ont développé tout un réseau d'espaces publics assez ambitieux, très ambitieux même. On a réintégré des plans d'eau, des cours d'eau qui étaient inexistants, totalement pollués, et réinstauré aussi de la qualité de vie. De la qualité de vie pour les résidents, pour les habitants de la Roure. Et finalement, entre les waterfronts, les réseaux de structures vertes et bleues aux Pays-Bas, et puis cette renaturation allemande, on a eu ici plusieurs sources d'inspiration pour nombre de villes, qu'elles soient grandes, comme Lyon, ou petites ou moyennes, par exemple, comme les villes notamment du bassin, par exemple, j'avais mentionné tout à l'heure. Et j'appelle la diapositive suivante. C'est juste pour un peu illustrer un travail que j'avais fait, que j'avais abordé dans ma thèse et que j'ai poursuivi assez récemment, notamment dans le cadre d'un chapitre d'ouvrage qui va apparaître en 2024, qui porte justement sur les dynamiques de requalification de l'eau en ville. Eh bien, c'est reconsidérer un peu comment s'est développée cette réappropriation de l'eau, cette requalification de l'eau, donc remettre de la qualité paysagère, environnementale et sociale autour de l'eau. Et on peut voir ici, à travers tout ce chapelet de villes, donc des actions
qui, en l'espace de 30 ans, ont concerné aussi bien des villes petites que moyennes que grandes. Par exemple, dans les villes les plus moteurs, on pense tout de suite à Lyon. Lyon, c'est vrai, avec la confluence Rhône-Saône. On pourra en reparler aussi, la confluence, il y a des enjeux qui se posent. Mais voilà, Lyon, Strasbourg, par exemple, à travers la réappropriation du Rhin, ou encore Nantes, font figure de modèle. Mais il ne faut pas oublier que des villes, par exemple, comme Châteauroux, pas très loin d'ici, avec sa coulée verte, sa problématique du risque, Bourges, par la mobilisation associative, a fait que les marais finalement n'ont pas été déclassés et comblés intégralement. Bon, il y a quand même une grande surface qui à l'est, la Carrefour, qui n'a pas fait du bien aux marais, mais voilà, ils ont quand même perduré. Et donc, comme Amiens, on voit donc des villes, Amiens avec les ortillonnages, avec le quartier Saint-Leu, c'est-à-dire ce réseau de canaux là qui a subsisté, qui émane directement de l'époque médiévale avec les moulins à eau. Mais plus les moulins, mais il reste les canaux. Eh bien, on a des villes qui sont de taille modeste par rapport à Lyon, Nantes ou Strasbourg, mais qui ont assez rapidement, dès les années fin 80 puis début 90, réinvesti leur patrimoine fluvial et humide. C'est intéressant. Et pourquoi ? Il faut aussi penser à des villes qui étaient, un peu à l'ombre de Paris. Ces villes moyennes du bassin parisien sont des villes aussi qui souffrent de la proximité parisienne, qui ont besoin d'exister. Et pour exister, rien de tel que redécouvrir l'eau en ville. Donc on pense à la petite Venise du Nord pour Amiens, par exemple. Voilà un marqueur très fort et toute une campagne de marketing territorial qui a été faite sur cette question-là. Alors justement, voilà un peu l'idée, cette identité, cette recherche d'identité était très forte pour exister à côté de Paris. Justement, merci beaucoup Sylvain pour ce contexte. Et je crois qu'en termes de proximité de Paris, on a la personne parfaite pour en parler. Éric, comment vous peut-être réagir à toutes ces informations depuis le XVIIIe siècle. Et on a l'exemple en région parisienne, évidemment, de la redécouverte de la Bièvre qui a fait couler beaucoup d'encre et qui continue à en faire couler. Comment vous percevez cette proximité à Paris et cette tendance de redécouverte? Est-ce que c'est une tendance qui s'affirme? Est-ce que ça vient d'une demande de résidents ou d'associations locales? Ou c'est simplement peut-être une tendance plus générale à revaloriser certains espaces d'eau? Alors, je crois que... Alors, on observe en région parisienne, effectivement, cette évolution, avec notamment toute la période hygiéniste et l'impact de la période pré-industrielle, industrielle, et ensuite, alors surtout, nous, dans l'Est du Val d'Oise, on a des villes comme Sarcelles, Garges-les-Gonesse qui se sont montées ex nihilo quasiment, dans cette période des 30 glorieuses, qui sont passées de quelques milliers d'habitants à plusieurs dizaines de milliers d'habitants. Donc on imagine bien j'allais presque dire le traumatisme, finalement, et qui a conduit dès le sortir de la guerre, comme ça a été dit, à carrément enterrer les rivières. Et le fait d'enterrer les rivières a quand même eu des impacts, ça a été un tout petit peu évoqué, et je crois que ça c'est quelque chose qui est commun à tous les Île-de-France ou pas Île-de-France. Les gens ont perdu, les habitants avaient perdu la conscience de l'eau et du risque, en fait. Je vais prendre un exemple. En 1992, fin mai, il est tombé des seaux d'eau, plus d'une centennale sur la ville de Sarcelles. Donc Sarcelles, typiquement, ville construite dans les 30 glorieuses, rivière, Petit Rhône, enterrée dans le centre du village. Et en fait, les habitants ont redécouvert à l'occasion de ce traumatisme, parce que ça a été vraiment un traumatisme, qu'une rivière coulait sous leurs pieds. Et en fait, ils l'ont découvert parce que la rivière était enterrée. Donc du coup, ces seaux d'eau qui sont tombés pendant 2 jours, avec déjà tout un passé hydrologique des pluies qui étaient tombées les jours précédents, a conduit à avoir près d'1,50 m d'eau dans l'ensemble du centre de Sarcelles pendant 3 semaines. Et donc là, tout le monde s'est réveillé un matin, les pieds dans l'eau, et puis avec une eau qui repartait pas surtout. On parlait tout à l'heure de résilience. Il y a le fait d'évacuer vers l'aval, et puis il y a le fait que lorsque l'eau, du fait que la rivière est enterrée, ne peut pas
réintégrer rapidement le lit de la rivière, on se retrouve avec des cuvettes, et des cuvettes qui s'évacuent extrêmement lentement. Et aujourd'hui, pour nous qui sommes maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre, la réouverture de rivières, alors au-delà des aspects cadre de vie, écologique, eau dans la ville, c'est aussi un travail sur la restauration d'un niveau de conscience de ce qu'est l'eau. Avec, je parlais tout à l'heure de paradoxe, un paradoxe qu'on rencontre, nous, quasiment systématiquement, encore dernièrement sur notre dernière opération. Lorsqu'on va présenter une opération de réouverture, le réflexe le plus rapide, il y a deux réflexes. Ça va nous inonder et il va y avoir des moustiques, bon, pour la faire simple. Donc, et mine de rien, ça va nous inonder. Alors pour nous, hydrauliciens, et qui savons ce qu'il y a derrière comme étude, bien entendu, ça nous paraît parfois un peu futile, mais au-delà de ça, c'est très révélateur finalement de l'évolution de la conscience ou de l'absence de conscience de la population lorsque la rivière a été massacrée. Et aujourd'hui, effectivement, quand on fait des PPRI ou des opérations de restauration, il y a toute une réacculturation de la population pour réexpliquer dans un premier temps que réouvrir une rivière, c'est pas augmenter le risque. Alors, c'est pas forcément le diminuer en tant que tel, en termes de capacité de la rivière, mais c'est améliorer, comme je l'expliquais sur l'exemple de Sarcelles, améliorer la capacité des eaux de ruissellement superficiel à venir retrouver le lit de la rivière et donc à s'évacuer. Donc on peut ne pas éviter, parce que de toute façon le risque zéro, on le sait bien, en matière de lutte contre les inondations n'existe pas, mais par contre ça permet de ne pas avoir des stagnations d'eau pendant 3 semaines. Et ça, mine de rien, c'est quand même extrêmement important à faire comprendre à tout le monde pour expliquer, pour justifier, j'allais presque dire, parfois le bien fondé d'un projet de réouverture de rivière. Et lorsqu'on restaure, lorsqu'on enlève le béton, puisque nous sur le territoire, alors la Bièvre est exactement dans ce cadre-là, et de toute manière, toutes les rivières d'Île-de-France ont à peu près subi les mêmes affres. Lorsqu'on enlève le béton d'une rivière pour en faire un lit végétalisé, on se retrouve avec, là aussi, le même travail sur le ressenti de la population. Et on pourra faire éventuellement la distinction dans la population entre les usagers, les riverains, et puis la population plus large, parce que chaque catégorie d'acteurs a des attentes, a des craintes qui peuvent être différentes, et donc qui nécessitent, en tant que maître d'ouvrage, en tant que collectivité porteuse de projet, d'apporter des solutions et des outils de communication, de concertation, de sensibilisation un peu différentes. Et donc, tout ça pour dire que lorsqu'on revégétalise aussi une rivière, on a la même réflexion. Dire voilà, ça va couler moins vite, donc vous allez nous inonder. En plus, les herbes, les végétaux qui vont pousser sur les berges vont vont capter. C'est un lapsus. Vont capter les déchets, parce que le volet visuel, remettre l'eau dans la ville, c'est bien beau, mais il y a toute cette question de perception qu'il faut conserver positive. Et donc, alors je parlais des moustiques, qui est le troisième volet sous l'angle un petit peu écologique, mais mine de rien,
c'est une réalité. C'est pas toujours que du ressenti. Hein. C'est parfois on peut avoir des effets induits. Et c'est là après à la conception, au maître d'œuvre. Et nous, en tant que maître d'ouvrage, on y est très attentif, d'avoir cette vision-là, de se dire, attention, c'est au moment de la conception que ces choses-là qu'on va voir apparaître au moment de l'exploitation, de la phase de gestion, c'est au moment de la conception qu'il faut construire les habitats pour que la renaturation ne soit pas simplement une renaturation, vous le disiez tout à l'heure, on remet un peu de verre, et puis on tombe comme des greens de golf. Alors j'ai rien contre le golf, hein, mais en l'occurrence sur les greens de golf, d'un point de vue écologique, c'est pas optimal. Mais on a cette demande-là, nous, et c'est vraiment spécifique à la et on le retrouve sur plein de projets, y compris dans le cadre de mes activités à l'AST, cette demande d'une partie parfois non négligeable de la population, d'avoir des berges, d'avoir une rivière en ville qui soit, alors je vais le dire avec un petit peu avec quelques guillemets, qui soit propre, oui, où rien ne dépasse, hein, avec ce sentiment que voilà, donc on veut de la nature en ville effectivement, mais voilà, une nature qui a ses limites. Dans sa conception et dans ses conséquences. Donc je pense que c'est des sujets, et j'en finirai là-dessus, pour insister sur le fait que dans un projet de restauration, de remise de la nature en ville d'une manière générale, c'est valable pour l'eau, mais c'est valable pour, j'allais dire, le verre, au sens large, ne pas négliger la phase exploitation. Bon, nous, on a la chance d'être maître d'ouvrage et gestionnaire. Donc, quand on se plante en phase projet, on récupère les problèmes. Donc, ça nous sensibilise d'autant plus. Et je crois que si on est, au niveau de notre syndicat, aussi impliqué dans ces sujets de sciences humaines et sociales, on travaille beaucoup avec l'Université de Paris-Nanterre sur ces sujets-là, c'est parce que, justement, un projet ne s'arrête pas à la réception. Il ne s'arrête pas, alors je le dis aussi d'une manière un petit peu provocatrice, ça ne s'arrête pas au petit four de la réception. Ça ne fait que commencer là. Et derrière, il y a aussi un autre sujet sur lequel on reviendra, j'espère, la question du suivi de ces projets-là, pour exploiter justement la qualité de ce qui est fait, ou en tout cas pour être conscient de l'efficacité de ce qu'on a mis en place. Et je voulais justement, avant de se laisser voguer discrètement vers le sujet des marais, vous faire réagir, Christian, à ce qui a été dit. Et peut-être, moi, ce qui m'a marqué dans le début de votre intervention, et c'est suffisamment rare pour le souligner, de dire grâce à la réglementation qui va dans le bon sens, on a pu avancer. Et on entend quand même souvent que réglementation équivaut à contrainte. Sur d'autres sujets de la fabrique de la cité, surtout dans les transports, il y a un grand sujet qui est de dire que cette réglementation nous empêche de bouger. Et donc c'est suffisamment rare pour le souligner que vous disiez que grâce à la réglementation, on peut avancer. Et je trouve que c'est aussi intéressant dans cette idée de suivi et de meilleure intégration de ces sujets de cours d'eau en ville et de réponse à une tendance, que la réglementation ait su s'adapter et être moteur suffisamment rapidement. Oui, parce que, enfin, juste pour essayer de cadrer la chose, ce qui se passe dans la ville, enfin comme partout, hein, on parle de l'eau, mais il y a tout un tas d'eau. Hein, il y a l'eau du ciel, il y a l'eau du cours d'eau, il y a l'eau de la nappe. Enfin, il y a tout un tas de phases dans le grand cycle de l'eau. Et donc, il y a tout un tas de présences de l'eau. Un cours d'eau, il y a la période de crue, période de l'étiage, il y a la pluie courante, la pluie exceptionnelle. Bref, il y a tout un tas de dynamiques qui fait que c'est compliqué, et c'est ce qu'on a eu tendance à faire avec, à l'époque justement des hygiénistes et jusqu'aux années 70, d'avoir un seul remède sans intégrer toutes ces dynamiques de l'eau. Ce qui est intéressant aujourd'hui avec la réglementation, c'est qu'elle intègre ces dynamiques. C'est-à-dire que aussi bien la loi sur l'eau, qui va gérer, enfin qui va travailler, qui va intervenir surtout sur, on va dire, bon, je vais un peu vite en disant ça, mais bref, sur la pluie, en tout cas, c'est ce qui est le plus sensible de la loi sur l'eau en ville.
où on doit maîtriser des occurrences, hein, la pluie 10 ans, la pluie 50 ans, la pluie 100 ans. On doit aussi maîtriser des débits. Voilà. Ça se traduit aussi dans les... Je reviens sur les PPRI, parce que c'est pareil, les PPRI, c'est comment on va intégrer l'eau dans la ville, et surtout, on admet qu'on va devoir changer la morphologie urbaine pour ça. Bref, la loi, enfin les lois, elles vont dans ce sens-là. Il y a une nouvelle réglementation qui est l'abattement des petites pluies. Alors ça peut paraître assez curieux, mais c'est une obligation aujourd'hui de faire que lorsqu'il pleut, les eaux ne ruissellent pas, mais on doit les infiltrer. On parle des pluies courantes. C'est essentiel. Enfin, c'est formidable. Pourquoi on fait ça? C'est pour éviter que l'eau en ruisselant, elle se charge de pollution et qu'elle aille se rejeter au milieu naturel et qu'elle pollue le milieu naturel. Donc, la nouvelle approche qu'il y a dans l'essentiel des sages, donc, c'est d'infiltrer ces eaux là où elles tombent. Ça change tout parce que d'un coup, l'eau, elle devient ressource. Elle oblige à construire la ville avec du verre, mais pas du verre de la décoration, des vrais processus naturels. Et donc ça oblige les aménageurs, les urbanistes, les promoteurs, enfin tous les gens qui sont liés à l'aménagement et qui n'ont pas forcément l'environnement comme objectif premier, hein, ça peut être parfois un peu vénal. Non, mais là, on les oblige à avoir cette approche-là. Et ça, c'est essentiel. Pour la gestion des pluies exceptionnelles, de plus en plus de collectivités obligent la circulation des eaux à ciel ouvert, le stockage à ciel ouvert, gravitaire. Donc ça oblige à retrouver, si c'est gravitaire, ça oblige à retrouver en fait l'hydrographie locale, la topographie locale. Donc c'est par nature, même quelqu'un qui n'est pas spécialiste, même quelqu'un qui n'est pas militant de cette approche-là, n'aura pas le choix, va le faire. Pour les PPRI, c'est pareil. Avant, on disait oui, on peut construire en bord de fleuve, on a mis des digues, ou non, on ne peut pas construire parce qu'il n'y a pas de digues. Là, aujourd'hui, on dit voilà, vous allez pouvoir construire au bord du fleuve, près du lit mineur, mais en revanche, il faudra admettre que l'eau, parfois, va venir inonder cet espace. Et donc, adapter l'architecture à cette présence éphémère de l'eau, qui peut être une fois tous les 100 ans. Et débrouillez-vous, vous, architectes, machin, concepteurs, pour qu'on n'ait pas à évacuer même les gens et qu'on n'ait pas même à évacuer les fonctions. Aujourd'hui, quand on construit un quartier en bord de Seine, la police de l'eau nous dit, voilà, ok, vous allez pouvoir construire, mais proposez-nous quelque chose qui fera que, même pour la crue 100 ans, on n'évacuera pas. Et surtout, les fonctions seront encore là, les commerces seront encore là, le traitement des déchets sera encore là, etc. Ça, c'est la réglementation qui va dans ce sens-là. Alors, toute la réglementation n'en est pas forcément là, mais l'approche, elle est là, quoi. Et donc, c'est ça qui est très intéressant. Et ça peut même aller plus loin, où nous, on travaille par exemple à Saint-Nazaire, aménagement du quartier Gare. Il se trouve que l'aménagement du quartier Gare, peut-être vous travaillez dessus, je ne sais pas. On y va dans un mois. Voilà. Passionnant le sujet, parce que Saint-Nazaire, ville complètement artificielle, on a créé un port le long de la Loire, mais surtout, on a bouché le lien entre la Loire, l'océan et un énorme marais d'ailleurs qu'il y a au fond. Et on s'est aperçu avec Xynthia qu'en cas de très grosse tempête, on va dire, il y a une submersion marine qui se produit, il y a une grosse vague qui passe de la mer et qui va rejoindre le marais comme elle a toujours fait, quoi. Sauf qu'on a construit la gare au milieu et que c'est là où aujourd'hui on veut construire les quartiers les plus performants. Et donc, le PPRI aurait dit avant, non, on n'a pas le droit de construire. Aujourd'hui, ils disent, voilà, on n'a pas le droit de construire, sauf si vous nous proposez un projet qui se passe bien. Et pour que ça se passe bien, en fait, il faut qu'on retrouve des processus naturels. C'est-à-dire que l'axe où va passer la vague, eh bien, en fait, on va en faire un espace vert. Et un espace vert est plutôt humide parce qu'en fait, ce sera aussi là où, en réalité, vont arriver les eaux pluviales. Donc, comme il y a la loi qui nous oblige à infiltrer les eaux pluviales, eh bien, autant le faire ici. Et comme il y a aussi une loi qui nous oblige à gérer les pluies exceptionnelles, autant les gérer là également. Et puisqu'il y a toute cette eau, eh bien, autant faire un espace vert qui soit très dynamique, très rafraîchissant, par exemple. Donc, en fait, les lois nous obligent à aller dans ce sens-là. Et je trouve ça très intéressant, quoi. Voilà. Bah, effectivement, et c'est suffisamment utile et moteur pour le rappeler. Et je voudrais qu'on
Justement, la loi demande d'aller dans le sens là. Donc on a l'aspect descendant plutôt. On voyait avec Eric aussi les demandes et les inquiétudes des habitants, par exemple, de Sarcelles sur la réalisation de l'importance d'un tel projet. Et c'est dans les premiers résultats des Assises des Marais, c'était des résultats et des demandes qui ressortaient avec un sujet de gouvernance, et on pourra le creuser à présent, sur cette variété de propriétaires dans les marais, la variété des parcelles, différentes capacités de réponse d'une parcelle à l'autre, et pourtant l'obligation, j'allais dire, d'avoir un projet commun et d'agir sur la totalité du territoire. Et ça a beaucoup résonné avec ce que vous aviez publié, Sylvain, il y a quelques mois, je crois, ou l'année dernière, l'article où vous parliez de l'eau comme vecteur de projets communs, à rebours d'une forme de concurrence qu'on verrait dans les espaces urbains. Et je voudrais peut-être que vous nous donniez un peu votre sentiment sur ce projet avant qu'on creuse le sujet marais et sa difficulté d'aménagement. Oui, alors je vais tout de suite appeler une autre diapo. Voilà, c'était cette carte-là. Donc c'était dans le cadre d'un appel à articles de la revue Sud-Ouest européen, donc qui est hébergée par l'Université de Toulouse, avec une problématique générale sur l'eau, instrumentalisation, valorisation. Et j'avais profité de cet appel à texte pour questionner en fait les projets autour de l'eau dans un contexte général de la compétence GEMAPI, gestion de l'eau, des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans la mesure où cette compétence GEMAPI a fait la part belle au fait intercommunal pour s'accaparer cette compétence. Autant gestion de l'eau et des milieux aquatiques passe bien, mais prévention des inondations, est-ce que ça a vraiment un sens que de confier cette compétence de prévention des inondations à une structure intercommunale? Parce que ça peut mettre en éclat, faire voler en éclats les solidarités amont-aval qui sont déterminantes lorsqu'il s'agit de gérer les inondations, aussi bien par débordement que remontée de nappes phréatiques, ou même lorsqu'on a, dans le cas d'un estuaire, des submersions marines. Et finalement, quand on a une entreprise collective comme ça, qui concerne autant de communes, autant de riverains, autant d'associations et autres structures et institutions, eh bien, j'ai volontairement développé un article sur l'eau vecteur de projets communs, parce que malgré la compétence GEMAPI, on peut voir qu'autour des cours d'eau, c'est beaucoup de solidarité. Et les solidarités, par exemple, vont aller à contre-courant d'intercommunalités qui vont chacune vouloir sa zone d'activité, qui vont se voler des médecins d'une intercommunalité à l'autre, ou même d'une communauté à l'autre. Vous voyez, on a beaucoup de logique concurrentielle dans le fait intercommunal, où finalement les rapports ne sont pas simples. Et même si on a la compétence GEMAPI qui va poser des questions sur la prévention des inondations à Mont-Aval, on va voir quand même l'eau qui va être fédérateur. Et là, ici, j'avais dressé une carte réfléchissant sur le redécoupage de l'intercommunalité avec la loi NOTRe, et voir comment l'eau prend une place prépondérante dans la reconfiguration de ces intercommunalités, dans la mesure où toutes ces intercommunalités, par exemple, donc celles qui ont fusionné, donc c'est les colonnes de droite, font état de cours d'eau, de zones humides dans leur intitulé. Donc l'eau est vraiment fédérateur, même sur le plan de l'ADN de cette intercommunalité qui cherche à se construire. On a des intercommunalités qui sont récentes, et rien de tel que se retrouver autour de l'eau. Donc on parle de Val, les Vals d'Orléans, on en a plusieurs, Val des Maux, Val d'Ardoux, Val d'Orléans, etc. Et puis après, on va avoir des communautés de communes qui vont parler de cours d'eau, qui vont les mentionner dans leur intitulé, ou de canaux, etc. Et on peut voir ici que finalement, l'eau sera vraiment un élément fédérateur. Mais comment va-t-il se matérialiser cet élément fédérateur? J'appellerai donc la carte d'après. Eh bien, j'ai, dans le cadre de cet article, réfléchi à plusieurs entrées en matière. Une entrée en matière très intéressante et qui va vraiment, engendrer des solidarités à Mont-Aval. C'est la question culturelle. On en parlait tout à l'heure. L'eau, donc, qui est essentiellement attachée au fondement urbain. Eh bien, ici, par exemple, vous avez toutes les logiques de patrimoine culturel, les outils de protection, sites inscrits, sites classés au titre de l'ONU 1930, comme le sont les marais de Bourges d'ailleurs. On a donc les ZPPUP qui sont devenus sites patrimoniaux remarquables. Et finalement, ici, par exemple, sur les rives du Loiret, au sud de l'agglomération d'Orléans,
avant même que l'intercommunalité se fasse, on a plusieurs communes riveraines de cette résurgence de la Loire, elles sont 7, qui ont travaillé ensemble pour développer, donc depuis la base, c'est pas devenu depuis l'État, mais depuis la base, depuis ces communes et d'associations de défense du patrimoine culturel du Loiret, et bien développer ce qui est devenu un site patrimonial remarquable. Et donc, ainsi, ces solidarités se sont faites en accord avec une association syndicale de riverains, parce que le cours d'eau du Loiret est privé. Et ainsi, donc, se sont développées, avant même toute construction intercommunale, eh bien, ces solidarités amont et aval, ces liens entre rives opposées. Et finalement, le Loiret qui est devenu un objet fédérateur et qui associe donc, qui a stimulé aussi la création d'un sage, qui a stimulé une réserve naturelle. Voilà un peu une illustration. Un deuxième cas, j'appellerai donc la carte d'après. Eh bien, c'est le développement du cyclotourisme. Le cyclotourisme, la Loire à vélo. Là, on a 2 régions qui se sont lancées dessus et qui ont voulu faire de la Loire, donc, qui était le fleuve navigué, un grand fleuve navigué jusqu'au Xe siècle, eh bien un fleuve cyclable. Faute de pouvoir naviguer, on va en faire quelque chose et on l'anime autour du fait cyclable. Et ici, donc, comment dire, le tourisme fluvestre, voilà, ça se développe beaucoup. On n'arrête pas les terminologies. Et bien voir que les solidarités se sont faites avec, d'une part, derrière une commande des 2 régions, Pays de Loire et Centre-Val de Loire, eh bien, la mise en œuvre de cette Loire à vélo par les coms d'agglo et les communautés urbaines, d'un côté, et les départements qui ont mis en œuvre cette Loire à vélo dans les territoires ruraux. Et finalement, on a un continuum comme ça, cyclable, qui a bien fonctionné et qui aussi permet de remettre en lien des territoires qui jusque-là s'ignoraient. Par exemple, ici, dans le Loiret, entre l'Est et l'Ouest du Loiret. L'ouest du Loiret est totalement tourné vers le Val-de-Loire, la Touraine, l'Anjou, etc. Mais l'Est, du côté de Briare, Gien, et même Montargis, finalement, on voit se développer plein de pistes cyclables, plein d'infrastructures cyclotouristiques. Et donc voilà encore une autre initiative, mais cette fois-ci qui ne va pas partir de la base locale, comme on a pu le voir avec la problématique patrimoniale culturelle, mais là, par les régions, et relayée donc par les intercos. Voilà donc un autre exemple d'action à contre-courant, finalement, d'intercos qui peuvent se faire la guerre sous d'autres plans économiques ou sanitaires. Et un troisième exemple, ah non, je m'arrête là, c'était déjà bien. Mais juste, par exemple, voilà, ces 2 exemples sont intéressants parce que vous parliez tout à l'heure de risque d'inondation. C'est vrai que l'inondation a été imposée de façon verticale dans la mise en œuvre des plans de prévention des risques par l'État. Et là, les solidarités amont-aval ont été forcées. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on n'a plus cette logique top-down et bottom-up. Donc on repart de la base à travers le cyclotourisme et puis le patrimoine culturel. Voilà un peu ce que je pouvais dire. On peut en reparler, bien sûr. Oui, volontiers. Est-ce que Urban Matter a travaillé sur des territoires de marais? Est-ce que cet exemple de coopération-là, à la fois venant d'en bas et d'en haut, pourrait être une solution aux territoires morcelés, à l'enjeu difficile d'aménager un marais? Non. Très bien. Fin de la conférence, merci à tous. Allez. Alors, je ne sais pas très bien. En fait, moi, c'est pas comme ça que je prendrais les choses, mais non, plutôt que haut bas, moi, je verrais plutôt, je sais pas comment dire, en surface. C'est plutôt le partage de la chose et la coopération, mais je vois pas qui est en bas, qui est en haut. Je vois plus, on est tous à l'horizontale. Voilà. Pourquoi ? Encore une fois, je reviens sur l'aspect métabolisme. Ce marais, il n'est pas là par hasard. Il y a dessous, il y a une nappe, et puis qui est plus ou moins élevée, et puis c'est alimenté par des cours d'eau qui sont plus ou moins alimentés aussi selon les saisons. Et puis il y a aussi l'évacuation de ce cours d'eau. Bref, c'est vraiment un métabolisme. Quand il pleut sur un champ, il y a l'eau qui va ruisseler tout doucement ou qui va s'infiltrer, qui va rejoindre un premier cours d'eau qui va arriver dans le marais. Donc c'est tout un métabolisme. En l'occurrence, par exemple, le marais, les marais de Bourges, on voit que depuis le 8e siècle, je crois, ils ont été artificialisés. Ça fait très longtemps qu'on travaille dessus, quoi. C'était des espaces agricoles, je crois que c'était des espaces même militaires. Ça servait à la défense
Voilà, c'est ça, il me semble. Et aujourd'hui, on voit que c'est quelque chose de très artificiel. Premièrement, il est déjà beaucoup plus petit qu'avant. Hein. Par rapport à la Grande Vallée, on voit bien que la place qu'il occupe, je crois que c'est 150 hectares ou 200 hectares, c'est tout petit. Voilà, on voit qu'il y a une digue au milieu, avec les marais du haut, les marais du bas. On voit qu'il y a un barrage. Bref, il y a toute une artificialisation qui fait que, effectivement, ça le fragilise. Parce que tant qu'on est dans un climat tel qu'aujourd'hui, ça va à peu près, parce que tout a été réglé pour ça, mais très vite, ça peut partir. Cette artificialisation, là encore, c'est peut-être faut voir comment on peut aller à l'inverse de ça, quoi. Ce qui est intéressant, et comme je l'ai dit tout à l'heure, de toute façon, on n'a pas trop le choix. C'est-à-dire que dans la réglementation, on va être obligé de désimperméabiliser. Tant mieux, parce qu'on va recharger la nappe qui va permettre d'alimenter et les cours d'eau et le marais en tant que tel, quoi. Donc tant mieux, c'est super. D'autre part, c'est quand même intéressant parce que rien que ça, par exemple, c'est très financé. J'ai parlé tout à l'heure réglementation, mais moi j'ai un côté vénal qui me dépasse. Et c'est très aidé par les agences de l'eau. Vraiment, les agences de l'eau, il faut bien les avoir en tête. Je ne sais pas s'il y en a ici, qui sont très très riches. Ils ne savent pas quoi faire de leur argent. Donc dès que vous avez... Non mais je me trompe ou je ne me trompe pas. C'est vrai. Donc dès que vous désimperméabilisez un petit peu, que vous mettez du verre, appelez l'agence de l'eau. Ils vont vous déverser leur argent, mais je vous assure que c'est vrai. C'est pareil pour la maîtrise des eaux. Vous allez être obligé petit à petit de recréer cette renaturation de la chose. Donc tant mieux, ça va plutôt aller dans le bon sens. Donc profitons-en, allons dans ce sens-là. Mais je pense qu'il y a une autre phase encore. Et par exemple, je crois que vous, à Bourges, vous êtes en train de revoir le SCOT. C'est essentiel, le SCOT, et parmi les grandes réponses, parmi ces grandes problématiques, entre autres, par exemple, c'est les continuités, qu'on vient de dire pour les mobilités. On voit que Bourges, qui était la ville aux 7 rivières, quand on se promène dans Bourges, on voit 0 rivière. Donc, ça veut dire qu'on a tout enterré, on a tout planqué. Peut-être que le SCOT, il veut quoi, lui? Enfin, d'ailleurs, on en a parlé tout à l'heure, des grands objectifs. Hein, il y avait, dans le film, on parlait de sécurité. Donc, ok, très bien, mais ok, c'était aussi mettre du verre. J'ai noté parce que c'était mettre du verre, et puis c'était l'aspect patrimonial. Voilà, c'est ça. On l'a bien vu, l'eau peut absolument répondre à ça. Donc si on réouvre ces cours d'eau, si on leur redonne de la place de s'étendre, et puis de devenir à l'étiage, tout ça pour alimenter le marais, premièrement, on va recréer des continuités, donc qui vont permettre, le long desquels on va pouvoir mettre des arbres, donc de la fraîcheur. Donc on va faire des promenades fraîches, le long desquelles il y aura des vélos. Bref, on peut refaire tout ça, quoi. Ça permet aussi de revoir l'urbanisation telle qu'on l'a vécue à Bourges comme ailleurs, hein, où on a construit n'importe où, n'importe comment, de façon déstructurée et standardisée, quoi. Là, ça va être la géographie qui va s'imposer par cette présence de l'eau. Je voulais encore dire un autre truc, je me souviens un peu lequel. Mais il y avait ça, et puis peut-être c'est tout. Ah oui, si, voilà. Et surtout l'aspect patrimonial et l'aspect géographique. Nous, par exemple, à Épinay-sur-Seine, on nous a demandé de découvrir un cours d'eau. On s'aperçoit qu'il n'y a pas de tuyau en dessous. Enfin bref, c'est très compliqué. C'est pas grave, on va faire une promenade au-dessus du cours d'eau. Pourquoi? Parce que rien que ça, c'est déjà... valoriser tout le côté patrimonial de la chose. C'est un peu leur tour Eiffel, finalement, ce cours d'eau, et qui va s'appeler la promenade fraîche d'Enghien, parce que ça viendra du lac d'Enghien. On ne verra pas l'eau du tout, un petit peu d'eau pluviale, mais c'est pas grave. Il y aura cette continuité, mais pour l'élu, c'est essentiel. Il y a une continuité qui ira du lac d'Enghien jusqu'à la Seine. On pourra se promener en vélo, etc. Vous voyez donc la force patrimoniale de ce type de choses. Donc, il me semble que les marais à Bourges, justement, ça pourrait être le ressort pour mettre en œuvre tout ça et avoir apporter des réponses aux enjeux qui figurent dans le SCOT. Et ça pourrait servir d'outil, de ressort et même de financement pour mettre en œuvre ces approches urbaines, quoi. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai du mal à dire haut bas. En fait, c'est tout. Je pense que l'urbaniste, le service environnement, le service mobilité, enfin bref, tout le monde de l'aménagement urbain
peut se servir de cet objectif, de cette nécessité de remettre ou de conserver ce marais pour y trouver des supports urbains. Voilà. Et Eric, un regard sur le marais depuis le territoire de l'Île-de-France, où, sauf ma connaissance, on n'a pas encore de territoire de marais ou plus. Comment vous percevez cet enjeu? Et peut-être aussi l'agence de l'eau et la collaboration, sans parler des valises de cash de l'agence de l'eau, c'est pas le... Alors, moi aussi, j'ai un petit côté vénal quand je pense à l'agence de l'eau. Forcément, hein, j'ai ma casquette financière qui intervient. Donc oui, je confirme que l'agence de l'eau cherche bien souvent enfin en tout cas, Seine-Normandie, pour celle que je connais, cherche des porteurs de projets sur des opérations. Et aujourd'hui, nous, les projets de restauration en Île-de-France, les projets de restauration, enfin en tout cas dans le Val d'Oise, sont financés par la région, par l'agence de l'eau et par le département du Val d'Oise. Donc ça permet quand même d'avoir un reste à charge qui est nettement moindre. Nous, la problématique marais fait écho à la problématique qu'on a en Île-de-France de restauration ou de création de zones humides, mine de rien. Et donc on retrouve effectivement les mêmes enjeux, les enjeux multifonctionnels, qui sont, je rejoins Christian, qui sont complètement essentiels, à la fois pour l'émergence politique des projets, parce que, soyons francs, aujourd'hui, toutes les décisions politiques ne sont pas portées par des enjeux environnementaux. En tout cas, que par des enjeux environnementaux. Remettre l'eau dans la ville, c'est certes des enjeux. Alors, quand il y a des enjeux d'inondation, ça c'est facile à justifier. Parce que derrière, il y a des enjeux financiers derrière. Il y a des augmentations d'impôts. La taxe Gemapi, c'est ni plus ni moins que nos impôts. Que nos impôts. Donc forcément, il peut y avoir une certaine frilosité toute compréhensible de la part des décideurs locaux. Et bien souvent, c'est par le cheminement intellectuel des circulations douces, de la mise en valeur d'une vallée. Nous, aujourd'hui, on a les projets de restauration qu'on a menés depuis 20 ans, aujourd'hui, font que les 35 maires de notre territoire veulent tous avoir une restauration de rivière, veulent tous avoir leur zone humide. Pas tant parce qu'il va y avoir des libellules, alors certains, oui. Alors s'il y a des libellules, il y a des chances pour qu'il y ait un petit peu moins de moustiques, mais aussi parce que au travers de la restauration de ces espaces-là, ou de la création de ces espaces-là, on crée de l'espace de vie. Et là, on touche à bien d'autres politiques de la ville. Des politiques sociales, des politiques de sécurité publique aussi, parce que forcément, on crée des espaces publics. Donc, il y a toute une dimension de comment la population va s'approprier ces espaces-là. Je parlais tout à l'heure des déchets, mais la manière dont... et c'est là où je reviens sur... On parlait des catégories, des catégories du foncier, des propriétaires fonciers. C'est là où je reviens quelques secondes sur la distinction entre les différents acteurs, et notamment entre l'acteur usager et l'acteur riverain d'un espace qu'on recrée. Ils n'ont pas nécessairement les mêmes enjeux. Ils n'ont pas les mêmes besoins, ils n'ont pas les mêmes craintes. Le riverain, typiquement, si vous lui mettez, et nous on l'a vécu, hein, si vous lui construisez 12 hectares de zone humide devant chez lui, alors qu'auparavant, avec des circulations douces de balade, bah forcément, la première action qu'il va avoir, c'est ouais, mais là, les gens ils regardent dans mon salon quand ils passent sur votre chemin là. Donc la première fois, on se plante, on n'y pense pas. Et puis la deuxième fois, on aménage l'espace, alors aussi via des
une problématique végétale, autant que possible. Hein, on ne va pas construire des murs, mais c'est extrêmement prégnant. Alors au début, c'est surprenant, et finalement, après, on s'y habitue. Lorsqu'on a décalé la rivière, lorsqu'on décale une rivière qui était en fond de parcelle de lotissement, première réaction, après les moustiques et l'inondation, c'est on va se faire cambrioler. Parce que la rivière qui passait, même bétonnée, hein, la rivière qui passait en fond de parcelle, c'était une douve, il ne manquait plus que les alligators, et on avait le château fort. Donc, je parlais tout à l'heure de ressenti. Alors, parfois, c'est vrai que oui, en tant que porteur de projet, c'est lourd, et on a l'impression que ça ralentit le projet. Mais, une fois qu'on prend un peu de recul, ça oriente quand même sur la manière d'appréhender l'unité riverain. Peut-être, vous me disiez tout à l'heure sur le paradoxe que vous avez rencontré sur le mot acceptabilité. Oui. C'est peut-être le moment de... Oui, ça remonte à quelques années lors d'un congrès justement de l'AST où un chercheur en sciences humaines et sociales nous avait fait une présentation sur justement cette approche de l'acceptabilité des projets. On a tendance effectivement dans une démarche un peu naturelle de dire on va faire de la communication ou de la concertation pour rendre le projet acceptable. Bon. Alors c'est tellement... D'ailleurs, on n'y fait même plus attention. Hein, et en fait, ce chercheur-là nous avait alerté sur le sens péjoratif que pouvait avoir cette terminologie d'acceptabilité, dans le sens où ça sous-tendait une démarche du haut vers le bas, du sachant vers l'ignorant, hein. Le sachant étant la collectivité, l'ingénieur, et puis l'ignorant étant l'usager, le riverain. Et qu'on était sur une démarche qui ne favorisait en fait pas, même si au départ ça partait d'un bon sentiment, d'avoir une bonne cohabitation entre les différents acteurs du futur du projet. En fait, cette notion d'acceptabilité, elle ne favorise pas la bonne intégration de l'usager au projet. Parce qu'il y a ce sentiment, tiens, on va me faire passer un projet, qu'est-ce qu'il y a derrière, hein, on peut aller chercher des choses. Et donc aujourd'hui, on est plus sur des logiques de concertation, de co-construction. Alors, c'est du cas par cas. On peut pas dire, on l'a dit d'ailleurs précédemment, le cas du Marais va être différent d'une zone humide qu'on va créer en Île-de-France. Et même en Île-de-France, voilà, chaque projet sur un même territoire est différent parce que la sensibilité des usagers va être différente, la sensibilité politique va être différente, donc le portage politique va être différent aussi. Alors, on sait très bien que la sensibilité du maire de la commune, même lorsque c'est une communauté d'agglo qui porte, ou un syndicat mixte comme le nôtre, il est essentiel que le maire, qui est quand même le premier à la porte de qui on toque, soit convaincu par le projet. Donc je ne suis pas surpris par tous ces enjeux, parce qu'on les retrouve sur des enjeux zone humide au sens plus large, avec les difficultés de fonctionnement qu'évoquait hydrologique même, oui, qu'évoquait Christian, parce que construire un projet à un instant T sans aujourd'hui se projeter sur ce qui va se passer dans 10, 20, 30 ans, avec les conséquences que ça a, avoir des zones humides toujours sèches, il y a un moment où des questions vont se poser. Mais des questions vont se poser sur la conception technique, mais des questions vont se poser parce qu'il va y avoir des effets induits derrière. Parce que du fait de ne plus avoir la présence d'eau régulière, comme dans une zone humide,
eh bien, vous allez avoir l'apparition d'un certain nombre, le cycle de vie. Alors, je reviens aux moustiques, notamment. Le cycle de vie ne va plus être respecté. Vous n'allez plus avoir des habitats nécessaires à avoir un équilibre de l'écosystème qui va permettre d'avoir un milieu qui fonctionne bien, techniquement. Et il est important d'avoir, d'où l'importance que j'ai soulevée tout à l'heure et que je répète vraiment parce que c'est important, je vais insister dessus, du suivi de ces projets. Il y a la phase de gestion, d'exploitation et avec la diversité des acteurs aussi, que ce soit à l'intérieur d'une collectivité ou entre collectivités. Et puis, il y a le fait d'avoir un suivi, j'allais presque dire scientifique. Hein. Nous, on fait des suivis naturalistes avec des protocoles bien déterminés, avec l'Agence régionale de biodiversité d'Île-de-France. Donc, on est aussi appuyé par des experts en la matière pour pouvoir, comprendre comment vit l'espace qu'on a créé ou qu'on essaie de préserver. Et puis, il y a un volet scientifique, certes, mais il y a aussi un volet de retour sur, alors là pour le coup de communication, de retour vis-à-vis de l'usager, de l'habitant. Et j'allais presque dire un retour, alors il faut que ce soit en toute transparence, mais c'est presque un retour sur investissement qu'on propose aux contribuables. Alors là, je vais parler du contribuable, parce que le contribuable qui sur ça va payer la taxe GEMAPI, il se pose souvent la question, alors déjà la taxe GEMAPI, il faut qu'il comprenne ce que c'est, et quand il a compris, comme en plus, dans une ville où il ne voit pas d'eau, il ne voit pas de rivière, il se dit, où est-ce qu'il passe cette foutue taxe GEMAPI? Donc il est important quand même que dans la communication, il y ait des retours pour expliquer, voilà, cette taxe GEMAPI, elle sert à ça, et les actions qu'on mène sur tel milieu, le marais en l'occurrence, aboutissent à tel résultat. Ça, je pense que c'est vraiment essentiel qu'il n'y ait pas une tendance qu'on observe souvent. Hein. Moi, au niveau de l'ASTE, puisqu'on rayonne sur toute la France et on voit beaucoup de projets passer, souvent, et parfois ça frustre les maîtres d'œuvre, donc l'histoire s'arrête à la réception parce que derrière, souvent, il n'y a pas les moyens pour exploiter correctement. Et ça, vraiment, c'est un point d'attention qu'il est essentiel de bien avoir en tête pour bien faire comprendre dès le début que l'argent qu'on investit va être de l'argent pérenne. Oui. Sylvain, je vous voyais noter quelques notes, si vous aviez une réaction sur ce sujet ou sur la question des marais, avant de prendre quelques questions de la salle ou creuser vos réactions entre nous. Parce que vous étiez plutôt redécouverte cours d'eau au fleuve, mais est-ce que le thème des marais précisément, ou cette question de collaboration vous interpelle? Moi, ce qui m'interpelle surtout, c'est la différence de temps entre l'immédiateté de l'élu qui veut développer son projet, qui veut avoir de l'action, qui doit être lisible par les administrés, et entre la GEMAPI, voilà, et finalement on n'a pas de cours d'eau visible, etc. Donc là on a un paradoxe qui peut se poser, mais on a aussi ce paradoxe-là, c'est-à-dire que l'élu doit agir vite, et pourtant vous l'avez souligné, l'importance du temps long est capitale pour prendre bien le temps de la réflexion et d'avoir un projet qui soit fédérateur. Et c'est vrai que dès lors qu'on martèle la population avec des dispositifs pédagogiques, qui va juste se limiter à un peu de plateforme de concertation, mais qui ne va pas au-delà. C'est vrai qu'on va dans le mur, et surtout par rapport au suivi. Un projet ne peut réussir que si jamais l'acteur public, qui a vraiment une capacité à coordonner, prend le temps d'associer l'ensemble des forces en présence, et elles sont très nombreuses dans les cours d'eau, parce qu'on a aussi bien des pêcheurs, on peut avoir on a les naturalistes, on a des chasseurs, on a des spécialistes des sports nautiques, on a des jardiniers, on a
pléthore d'acteurs en fait locaux qui, j'en oublie plein, hein, j'en suis désolé, mais en fait voilà, c'est tout ce travail amont qui fera aussi vivre ce projet, parce que s'il n'est pas approprié, on risque de passer à côté. Oui. Et aussi même dans la réalisation de ce projet, si jamais voilà, on pense un projet qu'on va chercher à concevoir par mimétisme, parce que ce qui a été fait dans une autre ville, on risque de passer à côté de tout ce fonctionnement socio-économique du milieu, et aussi bien sûr de son fonctionnement naturel. Et cette appropriation, ce suivi ne peut fonctionner que si jamais on prend vraiment le temps de la démarche, de rencontrer, de réfléchir, de faire des ateliers. Voilà, c'est vraiment le retour d'expérience des usagers aussi est capital, parce qu'eux-mêmes ont leur fonction de l'espace, leur code, leur fonctionnement quotidien, l'espace du quotidien est capital, au-delà d'un projet qui pourrait penser la ville de manière plus générale et communication entre quartiers, le micro-local, à mon avis, est capital. Important. Alors, on avait déjà une ou deux questions signalées dans la salle, et puis ensuite, si vous voulez évidemment réagir entre vous... Oui, Isabelle. Oui, bonjour. Donc moi, je suis Isabelle Barraud-Sarfati. D'abord, je voulais vous remercier parce que je trouve ça passionnant. Alors, je vais me permettre de faire une remarque et une question. La remarque, c'est que moi, je travaille à Paris, mais je suis berruyère. Et c'est vrai que quand j'ai vu qu'il y avait ce thème de l'eau à Bourges, j'étais un peu surprise. Hein. Enfin, j'ai l'habitude de me balader dans les marais. Et puis, je me suis rappelé quand même que, je crois qu'on n'a pas dit, mais que Avaricum, qui est le nom romain de Bourges, hein, la plus belle ville des Gaules, hein, selon César, quand même, en fait, ça veut dire la ville riche en eau. Et je me souviens que dans les premières nuits lumière, lorsqu'elles avaient lieu au jardin d'Archevêché, il y avait une voix assez forte qui disait au début Bourges n'était que marais. Et donc voilà, finalement, je trouve ça intéressant de revoir ce thème. Et puis la question, moi je suis consultante en économie urbaine et j'ai notamment publié un livre sur le trottoir, une approche historique, économique et flâneuse. Et en fait, du coup, j'ai beaucoup de questions et j'ai trouvé que ce que vous avez dit sur la question de la morphologie. En fait, ma question, c'est en quoi tout ce que vous venez de dire va modifier à la fois la physionomie des trottoirs, s'ils sont désimperméabilisés, que deviennent leurs qualités? Est-ce que ça veut dire qu'ils vont être boueux en hiver? Et quid aussi des réseaux? Vous l'avez dit, hein, on va pas l'eau qui s'infiltre, en fait, elle oblige à construire des réseaux plus importants. Aujourd'hui, c'est plus la politique. Donc, comment vont être repensés aussi les réseaux à la fois d'eau potable et d'assainissement au regard de ces transformations des enjeux de l'eau? Alors, Christian, et puis monsieur, vous avez une question après. Je trouve que votre question, elle va complètement dans ce qui vient d'être dit. C'est-à-dire qu'on voit bien que sur le sujet de l'eau, le vrai sujet, c'est pas tellement l'eau, en fait. C'est plutôt les usages, c'est ce qu'on fait de cette eau. Et moi, j'en parle par rapport à la ville, vous en parlez par rapport aux chasseurs, etc. Enfin, on voit bien qu'il y a... La question, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette eau, en fait, hein, c'est ça la question. Et donc, sur les trottoirs, qu'est-ce qu'on en fait? Faut vraiment qu'on parte de toute façon des usages. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Et on ne peut pas partir de l'eau, c'est quels sont les usages. Quand on fait un bassin de rétention, quand on fait n'importe quoi, en tout cas en ville, il ne faut pas que ce soit l'eau qui conduit le projet, c'est d'abord les usages et comment l'eau, elle peut servir ces usages-là. C'est ça la base, sinon on se trompe. On a longtemps construit des nous énormes, des fossés en milieu urbain. Bon, ça ne tient pas parce que c'est l'eau qui a trop primé par rapport à l'usage. Sur les trottoirs, donc j'y viens. L'idée, c'est effectivement de désimperméabiliser le trottoir parce qu'il n'y a pas tout le temps besoin de toute cette largeur bitumée. D'autant plus que sur cette largeur bitumée, il y a parfois des arbres qui ne reçoivent pas d'eau, par exemple. Donc l'idée, c'est plutôt de se dire, revoyons ce trottoir, peut-être qu'il y a une partie qu'on peut désimperméabiliser. Et peut-être que sur cette partie qu'on peut désimperméabiliser, peut-être qu'on va pouvoir permettre l'écoulement de l'eau de la partie imperméabilisée sur la partie non imperméabilisée. Ce qui fait que cette eau, plutôt que d'aller rejoindre le réseau, effectivement, elle va s'infiltrer sur la part du trottoir qui a été désimperméabilisée. Et cette eau-là, elle va donc s'infiltrer, elle va pouvoir nourrir une végétation, par exemple. Cette végétation, ça peut être un arbre, ça peut être n'importe quelle végétation. L'été, elle va évapotranspirer. L'évapotranspiration, c'est un échange thermique. Enfin, pour que l'eau devienne gaz, il y a un échange thermique qui fait que ça génère de la fraîcheur. C'est-à-dire que cette eau, elle va pouvoir, en générant du verre, générer de la fraîcheur et faire en sorte que le trottoir devienne une promenade fraîche. Vous voyez ? Donc, on n'est pas il faut surtout pas être les dictateurs de l'eau. On est plutôt
au service de l'eau et de voir comment on peut faire pour rendre service à la ville. L'exemple le plus fort, c'est sur les cours d'école Oasis. Je ne sais pas si j'imagine ça vous parle. Voilà, l'idée au début, c'est il faut désimperméabiliser. Donc on désimperméabilise, entre autres, les parkings et pourquoi pas les cours d'école, puisque tout est bitumé. Donc on commence à travailler sur les cours d'école, on réfléchit, donc on regarde les usages. Et petit à petit, on voit, par exemple, c'est un peu caricatural, mais c'est vrai, on voit que 80% de la cour d'école est occupée par un terrain de foot. Terrain de foot qui est plutôt utilisé par les garçons. Et donc, ça permet de se réinterroger sur même la cour d'école en tant que telle. À quoi ça sert, comment ça se passe, qu'est-ce qu'on peut faire avec. Et donc, c'est la problématique eau qui a généré cette interrogation. C'est aussi la problématique eau qui va permettre de concevoir et de financer tout ce qui est végétation, cheminement, les différents matériaux qu'on va employer, même la structure même de la cour. Mais à la base, c'est de l'usage de cette cour qui va être sur lequel on va travailler, quoi. Donc, pour conclure, parce que peut-être je suis un peu long, donc sur le trottoir, l'idée, c'est pas de dire maintenant on a décidé d'améliorer la gestion de l'eau, donc on va virer les piétons et pour que le trottoir soit un parcours debout. Non, c'est pas le cas. C'est comment on va pouvoir travailler sur ces sujets-là. Voilà. Merci, Christian. Il y avait 2 questions au centre. Oui, merci aux intervenants pour votre éclairage et puis pour l'importance que vous apportez à l'écoulement de l'eau. Moi, j'ai plusieurs questions. Une première, c'est par rapport à l'invasion et au développement du moustique tigre, qui est furtif, on le sait, qui pique le jour, qui pique la nuit. Donc, je voulais savoir si vous étiez plus sur une position d'acceptation de la situation, de traitement préventif ou de traitement correctif pour éviter des virus comme la dengue ou autres. Ça, c'est un premier point. Moi, je prône souvent, alors ça n'a rien à voir, je prône souvent la végétalisation à outrance ou à exacerber de toutes les nouvelles constructions sur les toits, donc que ce soit les immeubles, les hypermarchés, peut-être les maisons individuelles, bien que le coût est bien plus important pour le particulier. Mais cette végétalisation permet justement d'absorber et de retarder l'eau en cas de forte pluie. Mais la question qui m'amène à être posée, c'est cette eau, le surplus d'eau, parce que souvent la végétalisation absorbe de l'eau, mais il y a un surplus qui part dans l'écoulement. Est-ce que vous êtes pour la rétention d'eau avec des récupérateurs d'eau ou l'envoi justement dans le ruissellement ou dans l'infiltration? Donc l'infiltration à Bourges, on le fait souvent dans tous nos projets modernes apportés à Bourges, on fait de l'infiltration d'eau. J'ai une question aussi pour monsieur. Lorsque vous rouvrez les rivières, est-ce que vous avez un débit minimal? Est-ce que vous avez un débit minimal pour pouvoir proposer l'ouverture ou l'ouverture ou l'enlèvement du béton? Là, par exemple, la réouverture d'une rivière se fait sous condition d'un débit ou d'une... Voilà, ça c'est une question. Et peut-être la dernière, la notion de qualité de l'eau. Voilà, on n'a pas abordé ce sujet. Je veux savoir si c'est quelque chose qui vous incombe aussi, la qualité de l'eau. Si vous pouviez vous présenter simplement. Oui, je suis donc Jean-Marc Bardy, conseiller municipal, conseiller d'agglo et conseiller au syndicat du canal du Berry. Parfait. Alors, qui veut prendre les moustiques? Ensuite, la qualité de l'eau et le débit. Bon, nous on travaille beaucoup en Guyane, donc il y a un vrai souci sur les moustiques. L'idée, c'est pas forcément de laisser apparaître l'eau ou qu'elle stagne longtemps, quoi. L'idée, c'est justement qu'elle ne stagne pas. Donc, dans la mesure du possible, on infiltre un maximum ou on la fait circuler. Mais il faut éviter toutes les franges humides et sur lesquelles se développent vite les moustiques. Donc, là où il y a des problèmes de moustiques, effectivement, c'est cette frange sur laquelle il faut travailler. Et sur les cours d'eau, si le cours d'eau fonctionne bien, si en tout cas l'espace en eau fonctionne bien, il y a un équilibre qui se fait et les moustiques tendent à être bouffés par la faune qui va avec. J'espère que ce n'est pas un mythe parce que c'est ce que je dis à chaque fois. Mais
en tout cas, nous, on n'a jamais eu ce retour-là sur les ouvrages qu'on a pu faire parce que, encore une fois, il n'y a pas cette eau stagnante. C'est important, ces notions de présence de l'eau. Premièrement. Deuxièmement, ensuite, sur si on est favorable ou pas à l'écoulement. Alors, premièrement, effectivement, sur les maisons individuelles, ça peut coûter cher les toitures terrasses. On n'est pas obligé d'en mettre partout. Il peut y avoir un immense toit en pente qui va écouler les eaux sur, je sais pas, juste un petit 2 ou 3 mètres carrés en plat sur lequel il y aura de la végétation qui va absorber cette végétation. Donc, c'est pareil, on peut pas. Il ne faut surtout pas imposer. Encore une fois, c'est l'usage, c'est les moyens qui comptent. Donc, si c'est pas possible, c'est pas possible. On trouve une autre solution. Et pour les pluies excédentaires, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs approches. On va, pour les pluies courantes, avoir ces toitures terrasses végétalisées. Si c'est très dense, hein, mais si on a de l'espace vert autour, pourquoi s'embêter à le faire si on n'a pas envie, hein? Il n'y a pas de solution, il n'y a pas de règle qui s'impose. Nous, on travaille à Nantes, sur l'île de Nantes, donc très dense. On a imposé l'abattement des petites pluies, mais un gros abattement, 16 mm pour les spécialistes, ce qui implique d'avoir des grosses toitures terrasses. Donc, ça absorbe ces petites pluies. Pour les pluies exceptionnelles, il y a un écoulement qui se fait, et ça va stocker sur une petite partie, un petit espace vert qui reste, qu'on leur a imposé. Donc, je crois que ça va être 10 ou 15% de la parcelle qui est en pleine terre. Et là, il faut que ça infiltre. Et ils ont le droit, au-dessus de la pluie 30 ans, à rejeter un débit de 3 litres par seconde par hectare sur l'espace public. Donc ils se débrouillent pour faire leur truc, ce qui veut dire que, et là je réponds à votre question, ce qui veut dire que ne sort sur l'espace public que 3 litres par seconde une fois tous les 30 ans. Donc on a fait nos calculs et on s'est aperçu que le réseau, le tuyau en dessous n'était plus nécessaire, puisqu'en fait l'eau elle était absorbée quoi qu'il arrive. Vous voyez, elle est complètement répartie comme si on était dans un milieu naturel. On n'est pas dans un espace naturel, mais on est dans des processus naturels. Et c'est ça qu'il faut chercher, je dirais. Donc, il n'y a pas de règle. Hein. C'est d'abord voir avec l'architecte, avec vous, les gens de la ville. Peut-être que vous voulez, vous, pour des raisons patrimoniales, que les toits soient en pente comme ça. Il ne faut pas que ce soit l'eau pluviale qui change les choses. Il faut que, si c'est comme ça ici, on va trouver d'autres solutions. Voilà, c'est cet aspect-là qu'il faut retenir, je pense, surtout. Éric, vous aviez une réponse? Ou deux, ou trois? Alors, complément sur la question des moustiques, c'est que bien souvent, parce que en tant que syndicat ou en tant que commune, hein, on en prend souvent plein la tête à ce sujet-là. Ayons quand même en tête que bien souvent, et ça commence à être documenté, hein, bien souvent, les problèmes justement de stagnation de petites hauteurs d'eau ne sont pas tant en domaine public ou dans les zones humides, elles sont chez les particuliers. Et d'ailleurs, les opérations qui ont eu lieu en Île-de-France suite à des cas de dingue, il y a eu des opérations de démoustication en Île-de-France, c'est essentiellement en domaine privé que ça s'est passé. Donc là aussi, il y a une communication à faire, hein, une pédagogie à faire pour que ça ne soit pas simplement la collectivité ou les espaces en eau qui sont pointés du doigt. Parce qu'après, effectivement, il peut y avoir des sujets. Nous, on a des sujets, trop d'eau, pas assez d'eau. Voilà, les larves de grenouilles qui s'assèchent, lorsqu'effectivement, s'il n'y a pas assez d'eau, en période très estivale, les larves de grenouilles qui sont des prédateurs, des larves de moustiques, du coup, on n'a plus de prédateurs. Donc, effectivement, on a des moustiques sur ce secteur-là. Et c'est Raisonville. Hein. Alors, pas sur ton projet, mais sur les bassins amont. Donc, c'est des sujets qui sont quand même complexes, mais là où je veux en venir, c'est quand même que, et je le dis sans flagornerie, puisque Urban Water a travaillé sur un de nos projets et que pour l'instant ça se passe bien. Non, mais plus sérieusement, vous êtes élu, donc vous êtes maître d'ouvrage. On a une responsabilité en tant que maître d'ouvrage dans la qualité de ce qui va être fait, dans le choix des compétences qu'on va aller chercher
et dans la manière dont on va demander à ce que le projet soit fait. Moi, maintenant 20 ans d'exercice sur le sujet, j'ai pu tester différentes méthodes, et mine de rien, sur des projets hydroécologiques de ce type-là, le projet doit être piloté par la composante écologique et paysagère du groupement, pas par le volet hydraulique. Parce que si c'est le volet hydraulique qui dirige, vous allez faire un projet hydraulique sur lequel vous allez mettre un peu de verre. En tout cas, vous prenez le risque. Alors ça a l'air simple, hein, mais ça va, je vous assure que ça ne va pas forcément de soi, c'est pas forcément naturel. Ça suppose, parce que derrière, les compétences, elles existent en France. Mais il faut savoir aller les chercher. Et ce que je dis sur les maîtres d'œuvre, c'est valable sur les entreprises qui travaillent derrière. Parce que recréer une zone humide, c'est pas faire un bassin des années 80. Donc ça nécessite vraiment une vraie réflexion technique, méthodologique, financière sur à qui on veut confier le projet. Donc ça, sur le début de réouverture, pour revenir aux questions, alors c'est pas tant un débit de réouverture que de maintenir finalement la capacité du cours d'eau. Parce que bien souvent, alors nous typiquement, on a des cours d'eau que lorsqu'on fait des réouvertures, généralement, ils sont enterrés à l'amont et ils sont réenterrés à l'aval. Donc de toute façon, on a deux points de blocage qui font que on a un débit maximum qui arrive du fait de la capacité du DALO. Donc c'est plus le fait, alors là c'est les calculs hydrauliques pour le coup, qui vont vérifier ça, c'est que toute la végétation qu'on va mettre sur les berges qui va modifier les conditions d'écoulement, les coefficients de rugosité de l'écoulement, et la section qu'on va donner, la nouvelle section qu'on va donner à la rivière, vont permettre d'écouler le même débit qui arrive en amont. Et c'est là qu'arrive la question du foncier, parce que forcément, lorsque vous avez des berges avec des végétaux, vous n'avez pas les mêmes conditions d'écoulement que dans du béton. Donc vous allez avoir un coefficient 2, 3, 4 sur la largeur de section qui va nécessiter et qui va faire que vous n'allez pas pouvoir réouvrir partout. Alors, en tout cas, si vous voulez réouvrir avec une logique de végétalisation, qui c'est réouvrir en maintenant en guillemets simplement des berges maçonnées, voilà, à ce moment on est la section est identique, mais voilà, c'est plus une question de différence d'écoulement entre une section végétalisée et une section bétonnée. Et enfin sur la qualité de l'eau. Alors effectivement, c'est pas forcément le point d'entrée le plus évident, et pourtant, j'allais dire que sur un syndicat comme le nôtre, c'est la finalité. Parce que, en fait, nous, nos deux rivières, à l'aval de nos deux rivières, on a des points de contrôle de la directive cadre européenne. Donc on a des points de contrôle de la qualité des cours d'eau par temps sec qui vont remonter à l'Europe en 2027, là, puisqu'on est des masses d'eau fortement modifiées. Et donc, toute notre politique, à la fois de réouverture de rivières, de restauration de rivières et d'assainissement, d'où le fait qu'on soit un syndicat de rivières et d'assainissement, a pour objectif la restauration de la qualité des cours d'eau. C'est vrai que je ne suis pas parti de là, et c'est bien que vous posiez la question. Donc, réouvrir une rivière, redonner des berges végétalisées, c'est aussi permettre à la rivière de retrouver un fonctionnement normal. C'est aussi lui redonner une capacité d'auto-épuration. Alors, ce n'est pas de la magie, hein, on s'entend bien, mais c'est lui donner une capacité de. Et notamment en temps sec, là où aujourd'hui on a des enjeux et des comptes à rendre au niveau réglementation. Donc c'est un vrai sujet
qui est difficile à quantifier au moment du projet, il faut le reconnaître. Hein. Quand on ouvre 150 mètres de rivière, voilà, dire on va gagner tant sur la qualité des cours d'eau, voilà, je me garderais bien d'aller dans cette direction-là. Mais on sait que lorsqu'on travaille, et c'est tout le sens de la politique qui a été exposée d'ailleurs, hein, lorsqu'on travaille à l'échelle d'un bassin versant, la succession de ces projets, même s'ils sont un peu en puzzle, fait que tout est un gain. Et que les petits gains font qu'à l'aval, on espère avoir une amélioration. En même temps, actuellement, on peut, nous, sur une rivière comme la nôtre, on peut guère retourner en arrière et faire pire que ce qu'on a actuellement. Donc, alors, encore 2 questions. Questions courtes, réponses courtes, s'il vous plaît. Sinon, la suite après la table ronde. Si vous pouvez vous présenter à chaque fois avant de prendre le micro. Oui, j'essaierai d'être rapide. Je suis Christophe Coquin, conseiller régional Centre-Val de Loire. Et c'était pour dire que j'étais venu à cet atelier, particulièrement intéressé à titre personnel, mais aussi d'une manière un peu générale, puisque la région organise, et je voulais faire passer cette info, la région organise des assises régionales de l'eau le 7 novembre à Tours. Donc on voit bien que c'est un sujet essentiel et je suis tout à fait satisfait de ce que vous avez pu m'apporter ce matin. C'était un des objectifs de ce que je venais rechercher ici. Je voudrais quand même faire un petit commentaire, une approche un peu complémentaire en tout cas sur la discussion qu'on a autour des marais de Bourges. On a parlé bien évidemment culture et environnement, ce que je partage totalement, mais il y a une autre dimension qui est tout à fait spécifique de ces marais, c'est la même qu'à Amiens, c'est pas pour rien qu'ils s'appelaient des ortillonnages aussi. C'est-à-dire qu'on parle environnement et on parle culture, mais il y a un aspect socio-économique qui est tout aussi fondamental. Et vous parliez des usages tout à l'heure. Je crois que quand on parle des marais de Bourges, c'est aussi ça qu'il faut mettre au cœur du débat, y compris donc avec les usagers et les propriétaires. Il y a des enjeux qui sont fondamentaux aujourd'hui, puisque dans toute la région soutient ces démarches, et je sais que la ville de Bourges est aussi là-dessus, on a des enjeux de plan alimentaire de territoire. Plan alimentaire de territoire qui se décline notamment à partir de la restauration scolaire. Pour nous, au niveau de la région, on s'est fixé un objectif clair, 50% de produits bio, 100% de produits locaux. C'est bien beau de fixer des objectifs, mais encore faut-il avoir les moyens de les produire sur place pour les réaliser. Bourges, avec ses marais, a évidemment un potentiel énorme. Donc il y a quand même une dimension à la fois environnementale, culturelle, puisqu'encore une fois, c'est loin, on peut aller chercher loin dans l'histoire. L'histoire des ortillonnages de Bourges, c'est la même qu'à Amiens. Donc il y a une importance fondamentale. Donc on a un enjeu de production locale, avec évidemment toutes les difficultés que ça comporte. Il y a la restauration du milieu, mais là, on est donc pas que dans le côté restaurer un milieu le réensauvagé, le jardinage en lui-même de ces marais permet un bien meilleur fonctionnement, puisque quand il tombe à l'abandon, en réalité, le fonctionnement du marais, il se dégrade très très vite. Donc évidemment compliqué, parce qu'il y a un enjeu de foncier, comment la commune peut réussir à récupérer une partie des choses. Mais il n'y a aussi pas que cet aspect-là. Il y a aussi, est-ce qu'on peut raconter et envisager un projet collectif? Au terme de l'alimentation, il y a les plans alimentaires territoriaux, mais enfin, il y a aussi en débat dans la société aujourd'hui une sécurité sociale de l'alimentation. Comment on fait pour qu'aujourd'hui, je veux dire, toutes les entreprises sociales qui proposent des repas bon marché sont en train de crier parce qu'ils n'ont pas assez de ressources. Mais il y avait déjà un deuxième enjeu identifié depuis fort longtemps, c'est qu'ils sont essentiellement alimentés par les invendus de la grande distribution. Or, en réalité, est-ce que les pauvres peuvent avoir aussi le droit à l'accès à une nourriture de qualité? On voit bien qu'autour de ces projets à l'intérieur des villes, donc encore une fois très territorialisés, on peut avoir y compris une démarche solidaire de façon à ce que les productions puissent alimenter les productions de repas à l'intérieur des villes. Donc on a un aspect socio-économique qui est relativement important, qui me semble important à souligner, à travailler sur les marais de Bourges. Je conclurai sur une dernière chose, parce que ça m'a beaucoup amusé et ça m'intéresse beaucoup. Vous avez parlé, en termes d'écologie, on parle souvent d'acceptabilité. C'est vrai que c'est un vrai problème. Le problème essentiel sur ce à quoi on est confronté, c'est de remplacer les choses pour ne pas qu'elles soient
Bon, le but n'est sûrement pas politiquement de les rendre acceptables, mais c'est de les rendre désirables. Et ça, c'est un autre enjeu, mais qui est, ma foi, tout aussi important. Quand on parle du récit qu'il nous faut mettre en place, je crois que c'est ça qui interpelle les politiques. La transition écologique, il faut la rendre désirable et non pas acceptable. Merci beaucoup pour son complément. Et madame, dernière question. Tenez, je vous donne mon micro. Je suis désolée, je vais vous faire revenir un peu en arrière. Lorsque vous avez évoqué les toits, les terrassons, je vous ramène dans l'hypercentre de Bourges, qui est une ville historique avec des maisons à pans de bois, secteur sauvegardé et ABF. Et on fait comment dans ce contexte? Oui, non. C'est un vrai sujet. Oui. Oui. On a aussi le déjeuner pour très bonne réponse. Non, mais oui, alors, effectivement, c'est évidemment, quand on travaille comme ça sur la géographie et sur les processus naturels, c'est beaucoup plus facile d'aller travailler dans les champs, quoi. Parce que dans le sens, là on peut, à l'époque on pouvait urbaniser des terres agricoles, on pouvait essayer de trouver les cheminements, bref, on pouvait s'intégrer dans la géographie. Dans le tissu ancien, c'est un peu plus compliqué, même si en réalité, généralement, le parcours du cours d'eau dans le tissu ancien, même s'il a été recouvert, il a dessiné le tissu ancien et on peut le retrouver. Néanmoins, quand on travaille un peu finement, certes, on va s'apercevoir que sur les toits, on ne peut pas, mais peut-être que l'eau du toit, peut-être qu'il y a une cour intérieure. Dans cette cour intérieure, peut-être qu'il peut y avoir un petit espace vert qui va récupérer les petites pluies, et puis peut-être un petit décaissé qui va récupérer les pluies plus exceptionnelles. Mais en réalité, à part dans l'extrême centre, assez vite, on arrive à trouver des solutions. Ça, c'était le premier point. Deuxièmement, généralement, et là, si on regarde les photographies aériennes de Bourges aujourd'hui, l'extrême centre, ça doit représenter 5% du territoire urbanisé. Donc déjà qu'on règle les problèmes sur 95% du reste, quand il ne restera plus que le centre, bon, globalement, sur les problèmes d'eau, on devrait s'en sortir. Donc, il ne faut pas que ça nous freine, quoi. Certes, l'existant est un problème, mais il faut faire avec le déjà là, et tant mieux. Et bon, voilà, à l'échelle de la parcelle, ça pourrait être compliqué, mais... Et d'ailleurs, on voit bien, enfin, en venant, j'ai vu des endroits où on voit bien qu'on est en train de végétaliser, et une place ancienne, elle peut être très bien végétalisée. Et dans ce cadre-là, on peut tout de suite beaucoup mieux gérer les eaux. Donc, ce n'est pas une excuse valable. Voilà. Non, mais ce n'était pas une excuse. Je voudrais vous remercier tous les trois pour cette table ronde. On peut vous applaudir.